autant vous dire que la pile de graphiques que j'ai à vous présenter est absolument énormissime. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture et comme vous avez dû le voir dans la vignette et dans le titre, hein, aucun mystère là-dessus, ce sera un point lecture consacré aux graphiques, donc aux BD et aux mangas parce que j'ai une pile absolument énorme. Il doit y avoir 13 BD et mangas là-dedans, sachant que certaines de ces lectures datent de la fin de l'année dernière. Oui, on est en mi-février, bientôt en mars, mais bon... Retard et moi, vous connaissez la chanson, hein, voilà, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Il y a quand même des lectures beaucoup plus récentes, hein, je vous rassure, dans cette pile à lire, mais il est absolument temps que je vous les présente parce que la pile est tellement énorme que ça fait peur, voilà, bref. Il faut savoir également aussi que ces derniers temps, je lis beaucoup de graphiques, voilà, et je suis prise d'une frénésie de lecture graphique, j'en lis vraiment beaucoup, parce que l'année dernière je pense que j'en ai lu moins et qui du coup il y a eu une espèce de frustration qui s'est créée, et du coup là en ce moment voilà, j'ai la frénésie des graphiques, alors je vous rassure, je lis encore pas mal de romans, d'ailleurs il y a une petite pile qui est en train de se créer ici pour un prochain point lecture. Donc attendez-vous dans les mois prochains, les semaines prochaines, à avoir plus de points lecture avec des BD et mangas, voire des point lecture juste consacré à ça parce que j'ai vraiment envie d'en lire plus cette année. J'ai vraiment des sagas que je voudrais terminer cette année parce que j'en ai commencé pas mal et que j'en ai pas terminé. Alors que c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup, les BD et les mangas. Donc voilà, j'aimerais beaucoup rattraper mon retard. Il faut aussi savoir que pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai découvert vraiment la librairie graphique à côté de mon boulot. Je savais qu'elle existait depuis un certain temps, hein. Je l'ai découverte assez il y a un certain temps, mais je n'y allais jamais parce que voilà, je pensais que c'était fermé au moment où je voulais y aller et je prenais jamais la peine d'y aller. Là, je me suis dit, je commande moins sur Amazon, j'essaie vraiment de moins commander sur Amazon. Donc, je vais dans cette librairie et je prends plaisir à y aller, clairement, on a vraiment le plaisir d'y aller. C'est vraiment un effet très cocooning, les vendeurs sont vraiment géniaux, les vendeuses également. On a vraiment une petite librairie qui fait absolument tout, voilà. Vous pourrez trouver que votre bonheur, pour moi, c'est l'antre de la perdition, mais c'est également le Saint Graal, voilà, bref. Je suis joie et bonheur d'avoir découvert cette librairie. Forcément, du coup, je gratte un peu plus souvent. Quand je demande des conseils aux vendeurs, ils me disent « Oh, mais celui-là, il est génial, tu verras, machin. » Alors, ils ont rapidement découvert que j'étais fan de lecture en tout genre, donc voilà, ils n'hésitent pas. En plus, maintenant, j'ai un compte chez eux, donc effectivement, j'ai des réductions, donc voilà, je craque beaucoup. Voilà. Bref. Je vais m'arrêter là et on va commencer tout de suite, on va pas trop s'attarder parce que la pile est absolument énorme ici. Avant de commencer, juste pour info, si vous entendez des bruits étranges, c'est normal, il y a énormément de vent actuellement chez moi, mais quand je dis beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, hein, et que du coup, comme en plus je suis sous les toits, on l'entend beaucoup plus, voilà. Donc si vous entendez des bruits de claquements, des choses qui s'envolent, c'est normal parce que le vent est assez costaud aujourd'hui. Bref, on va arrêter de s'attarder sur l'intro et commencer tout de suite. Je commence par un manga que j'ai découvert au mois de janvier un peu par hasard et que je me suis procuré le tome 2 au mois de février et que j'ai lu les 2 tomes très rapidement. Il s'agit du coup de Earth Gear, donc de Tsuyoshi Takaki, publié aux éditions Kiun dans leur collection Shonen. Donc le tome 1 je vous l'ai présenté dans le book haul de janvier et courant février est sorti le tome 2, du coup je me suis procuré et je me le suis lu tout de suite parce que comme ça je peux vraiment me faire un avis avec 2 tomes, surtout pour Earth Gear parce que le premier tome j'étais un peu mitigée. Donc ici on est dans un univers très futuriste puisqu'il y a eu une 3e guerre mondiale, les humains se sont entretués et plus ils s'entretuaient, plus ils créaient des gears. Les gears sont des robots qui les remplaçaient pour plusieurs missions, en tout cas diverses jobs, donc militaires, commerce, enfin vraiment ils les remplaçaient dans tout parce que les humains, à force de s'entretuer, il y en avait de moins en moins, jusqu'au jour où l'humanité a disparu et ne reste plus que les gears. Alors on va suivre Z dans ce monde qui est un gear scientifique qui un jour va découvrir un bébé qui est apparemment la dernière représentante de son espèce, donc de l'humanité, semblerait-il, et il va donc l'élever comme si elle était sa fille. Il va l'appeler Roux, et un jour Roux va découvrir un gear qui n'avait pas été encore activé. Elle va l'activer par mégarde, il s'appelle Chrome, mais lui n'a pas de programme de base, donc c'est un peu un gros bébé à qui il faut tout apprendre.
Malheureusement, ils commencent à lui apprendre des choses, que Z va être tué par un Nissanais. Donc les Isanais sont des robots qui sont beaucoup trop vieux, qui n'ont pas été réparés et que, à force de ne pas être réparés, dysfonctionnent et pètent carrément une durite ou deux, hein, voire même trois, et se mettent à tuer tout le monde. Donc c'est un Isanais qui va tuer Z, Chrome va tuer l'Isanais, et du coup, à partir de là, Roux et Chrome vont décider de prendre la base de données de Z et essayer de trouver un autre corps, donc en parcourant les terres, en essayant de trouver un corps pour pouvoir remettre la base de données dans le nouveau corps pour pouvoir sauver Z. Je vous en dis pas plus là-dessus. Alors c'est du shonen, hein, donc évidemment du shonen dit beaucoup de combats, puisque c'est clairement le classique, plus tu combats, plus tu deviens fort, plus tu as une mission à accomplir, voilà. Bref, c'est vraiment le classique. Mais je trouve que graphiquement il est très très beau, on est dans un univers très futuriste où les personnages principaux sont des gears, ce sont des robots, hein, puisque voilà, on n'a plus d'humanité, mis à part Roux, et on va donc suivre Chrome qui lui, finalement, il est vierge, entre guillemets, voilà, quand il est réveillé, il n'a aucun programme de base, il ne connaît rien, il est vraiment, mais tout vierge, donc voilà. Et il va donc accompagner Roux qui quand même connaît un peu plus de choses que lui et va lui apprendre des choses, mais tous les deux vont vraiment apprendre des choses en même temps, puisque Roux, faut pas oublier que dans l'histoire elle a quand même 12 voire 13 ans grand maximum. Elle a grandi dans un univers protégé, assez isolé, elle est assez naïve, donc voilà, elle ne connaît rien du monde dans lequel elle vit au final, et donc tous les deux partent en voyage en ne connaissant pas grand chose, voilà. Alors c'était sympa, c'est sympa de les suivre dans leur aventure, c'est sympa de les suivre dans la découverte de cet univers que finalement aucun d'eux ne connaît, dans cette recherche désespérée de trouver un nouveau corps pour le père de Roux. Donc évidemment ils vont rencontrer énormément de personnages, donc des gears plus ou moins charismatiques, plus ou moins gentils, avec des missions plus ou moins obscurs, voilà, on ne sait pas trop, il y a des personnages qu'on ne connaît pas trop, il y a des personnages qu'on ne découvre que pour un tome, que pour un chapitre ou pas, voilà, c'est vraiment, on découvre plein de personnages, et finalement dans l'histoire on se pose des questions, est-ce que les gears sont simplement des robots, ou sont-ils plus? C'était vraiment cool, on a plein de combats en plus, plein de rebondissements, graphiquement c'est plutôt chouette. Maintenant, moi j'ai des problèmes avec Roux, parce que Roux, elle est d'une naïveté un peu aberrante, je trouve. Elle est beaucoup trop naïve pour moi. Elle me fait un peu penser à la princesse qu'il faut protéger. Voilà, parce que Roux, bah, c'est une petite fille qui ne sait pas se battre. Mais ça fait trop pour moi. Ça fait trop, genre, la princesse à sauver. Voilà. J'avoue que ça m'a pas mal agacée dans le premier tome. Maintenant, dans le deuxième tome, ou en tout cas à la fin de ce deuxième tome, elle va se retrouver séparée de Chrome, donc j'aimerais bien savoir dans le tome 3 comment elle va se débrouiller sans Chrome, sans personne. J'attends de voir le tome 3, mais pour l'instant, j'aime plutôt bien. Ensuite, au mois de février, est sorti également le premier tome de La Petite Faiseuse de Livres. Le scénario, c'est de Miya Kazuki, le dessin de Suzuka et le character design de Yu Shina, et c'est publié chez Ototo, voilà, shonen. Je connaissais pas vraiment cette maison d'édition, j'en avais vraiment entendu parler. Et bah, c'était plutôt sympa, hein. C'était assez court mais plutôt sympa, puisqu'ici on va suivre une jeune femme qui va décéder sous une pile de livres et va se réincarner dans le corps d'une petite fille nommée Maine, dans un univers différent et on va dire très en retard sur le nôtre, dans une famille également qui malheureusement est plutôt illettrée, dans le corps d'une petite fille, et évidemment il n'y a pas de livre. Voilà, donc cette petite fille, enfin cette jeune femme qui est passionnée de lecture, de livres, qui ne vit que pour ça, se retrouve dans une famille où il n'y en a pas. Et les livres, bah c'est trop cher. Voilà, donc la pauvre, autant vous dire que ça la réjouit pas vraiment. Mais bon, qu'à cela ne tienne, si elle ne peut pas obtenir de livres, elle va en créer. Voilà, je vous en dis pas plus. C'était plutôt cool parce qu'on va la suivre du coup dans ses nouvelles aventures, dans ce corps d'enfant, alors qu'elle a son esprit d'adulte, même si elle a les souvenirs de la petite fille. Et la voir dans ses nouvelles aventures, apprendre, devoir refaire avec ce corps d'enfant dans un univers qu'elle ne connaît pas, être désespérée à l'idée de ne pas avoir de livre. Il y a pas mal de petites situations assez cocasses, c'est assez mignon, voilà, ça se lit, on prend plaisir, ouais, ça se lit bien. Maintenant, voilà, on a
pas franchement beaucoup plus dans ce premier tome. C'est vraiment une mise en place de l'univers, de l'intrigue, des personnages. Je sais pas trop comment ça va se passer pour le deuxième tome, je vais lire le deuxième tome. Mais pour l'instant c'est plutôt sympa. J'ai également lu le deuxième tome de Hell's Paradise de Yuji Kaku, publié chez Kazé dans la collection Shonen Up. Voilà, donc le premier tome avait été une bonne surprise. Le deuxième tome, c'est dans la même lignée que le premier tome. C'est plein de combats, plein de trucs sanglants et dégoûtants. On découvre d'autres personnages, on découvre évidemment beaucoup plus de mystères dans ce deuxième tome. Des choses plus ou moins étranges, ça s'approfondit un peu, les personnages se dévoilent un peu plus ici également, et ouais, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est sorti déjà jusqu'au tome 6, donc maintenant que j'ai lu le tome 2, je pense que je vais très rapidement me procurer le tome 3, parce que ouais, c'est vraiment plutôt chouette dans un univers un peu différent, avec plein de combats, et là c'est que le tome 2, mais ça commence à prendre de l'ampleur, et c'est plutôt chouette. Un manga que je voulais absolument découvrir depuis que je savais qu'il allait sortir, je suis allée me le procurer d'ailleurs le jour de la sortie. Il s'agit du premier tome, Dans le sens du vent, donc nord-ouest, de Aki Irie, publié chez Soleil Manga. Et on a une couve, une jaquette hyper sympathique. En plus ça a un effet relief très léger, et ouais, c'est super sympa comme couverture. En plus, pour une fois, ça se passe pas au Japon mais en Islande, et on va suivre donc un jeune homme de 17 ans qui est détective privé, qui vit chez son grand-père et qui a la particularité de communiquer avec les objets. Oui, il communique avec les objets, notamment sa voiture par exemple. Sa voiture avec qui il s'engueule très régulièrement. Bref, on va donc le suivre dans ses nombreuses enquêtes qu'il mène, et notamment dès le premier tome, vers le milieu du premier tome, une intrigue va commencer à se mettre en place avec son petit frère qu'il va disparaître et qu'il va essayer de retrouver. Je vous en dis pas plus pour le résumé. C'est qu'un premier tome, mais on est très vite dans l'ambiance. Graphiquement, je le trouve vraiment chouette. Alors on n'a pas beaucoup de double planches, mais graphiquement je le trouve chouette. Il y a un côté très rétro. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un côté très rétro des années 70-80 je dirais, mais modernisé. Alors je sais pas trop comment vous expliquer, mais ouais, c'était vraiment sympa parce qu'on a des personnages dès le départ assez charismatiques. On a des planches, voilà, en début couleur très sympa. Donc on a une très jolie édition, vraiment cool. Et ouais, c'est que le premier tome, mais on passe déjà à des intrigues assez poussées vers le milieu. On découvre déjà pas mal de personnages. Le personnage principal est chouette, vraiment il est sympa, c'est super sympa de les suivre. Son grand-père, il est très loufoque, c'est vrai que voilà, et c'était plutôt sympa. J'ai vraiment aimé ce premier tome, et j'ai hâte de lire le deuxième. On passe du coup au BD, et je vous parle rapidement donc de cette BD. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes. Il s'agit donc des Chroniques d'Arkea de Virel, c'est de l'autopublication. Donc le tome 1, La Tamée, le tome 2, Le Cœur, et le tome 3, Les Anneaux. Alors cette BD je l'ai eue par Ulule, hein, parce que c'était un projet participatif Ulule avec des contreparties. Les tomes 1 et 2, non, c'était pas Ulule parce qu'elle les avait ressortis, parce qu'elle lui en restait encore, donc j'avais commandé les tomes 1 et 2. Le tome 3, c'était Ulule, et c'est un univers absolument génialissime. Voilà, j'ai adoré l'univers. Ici, on va donc suivre... comment vous expliquer ça? En fait, on va entrer dès le départ dans une espèce de réunion qui réunit justement des magiciens, des rois, des reines, qui essaient de comprendre ce qui s'est passé il y a une centaine d'années, et on va donc raconter l'histoire de ces personnages, donc de ces 2 personnages dont je les ai oubliés les noms, mais c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, hein, alors que j'ai adoré l'univers, donc voilà, moi les noms c'est complètement dingue. Bref, on va donc suivre une jeune femme qui est à la recherche d'un maître magicien pour pouvoir apprendre la magie, parce qu'elle sait faire la magie mais elle ne sait pas le contrôler. Entre temps, on va découvrir un autre elfe qui va vite tomber amoureux d'elle, et malheureusement leur destin est lié. Ils vont partir en voyage pour découvrir des artefacts,
Et je vous en dis pas plus, parce que je vous spoil déjà pas mal, là, on va dire. L'univers est vachement bien fait, l'intrigue commence peu à peu à vraiment se dévoiler, et c'est plutôt cool. Les planches sont toutes en couleur, et c'est très bien fait, c'est très beau. On a une mythologie plutôt cool, donc on a des elfes, on a des nains, on a des ogres. On a vraiment un peu le côté Seigneur des Anneaux. Mais par exemple, on découvre plus de types d'elfes, les elfes sylvestres, les elfes des glaces. Il y a aussi également pas mal de jeux de pouvoir, de complots qui se dévoilent petit à petit, des enjeux qui paraissent assez énormissimes, et les personnages qui eux sont clairement des pions, et on va dire qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. On découvre des mystères sur eux, on a plein de questions qui se dévoilent sur eux, pas de réponse, et je vous avoue qu'à chaque fois attendre la suite c'est très compliqué, hein, voilà. Mais par contre j'ai pas regardé, mais allez regarder, voir sur son site, je vous mettrai le lien s'il lui reste pas des exemplaires, parce que franchement c'est plutôt cool, et que graphiquement il est très beau, voilà, j'ai beaucoup aimé l'univers. Le seul hic qui pourrait poser problème peut-être à certains, c'est le fait que ça peut vous paraître trop rapide, mais en même temps au moins on s'attarde pas trop, il n'y en a pas de longueur, et c'est plus... L'année dernière, j'ai enfin terminé la saga de Freaksquill, donc ici le tome 7 A Z Movie de Florent Maudou. Alors je vais faire ça très rapidement pour ce tome, puisque c'est le dernier de la saga. Ce tome il est intense, voilà, c'est le premier mot qui me vient, il est hyper intense, il y a énormément de choses qui se passent, beaucoup de rebondissements, c'est toujours aussi beau, on a encore des planches magnifiques, une édition... J'arrive pas de vous le répéter, mais on a encore des planches en couleur. Alors attendez, il faut que je les trouve. Voilà, on n'a pas toutes les planches en couleur à chaque fois, mais voilà, on a des planches en couleur, hein, que je vous montre à chaque fois. Voilà, on découvre pas mal de choses, on a une vraie fin en tout cas pour cette saga. Et malheureusement, quand j'ai refermé, j'étais là, oh, il n'y a pas de suite. C'est triste. Comment je vais faire s'il n'y a pas de suite ? Voilà, j'ai adoré passer 7 tomes avec ces personnages, c'est complètement déjanté, c'est un truc de fifou. J'ai vraiment aimé cette saga, je vous la conseille fortement. Les tomes ils sont à 15 € à chaque fois, mais franchement pour les éditions que c'est pas cher. Je trouve que ça en vaut le coup, parce que franchement c'est de sacrées éditions, ils sont pas petits, il y a des planches en couleur, il y a beaucoup d'explications, des bonus. Et l'histoire est géniale, on a une conclusion de cette saga, c'était trop beau, c'était trop bien. Du coup, comme j'avais pas envie de quitter tout de suite Freaksquill, hein, bah du coup, je me suis acheté deux spin-off, deux one-shot toujours sur Freaksquill. Donc le premier, il s'agit de Masiko, et donc vous voyez cette couverture là, je sais pas si vous voyez les dorures. Donc ici, on parle de la mère de... Fei Long, j'ai oublié, oh, Xiao Mei, pardon, qu'on rencontre donc dans la saga de Freaksquill. Donc c'est deux histoires différentes, et c'était plutôt déjanté, hein, encore, on apprend un peu plus sur la mère de Xiao Mei, puisque finalement on découvre très peu sur elle dans Freaksquill. On a des tout petits indices à un moment, mais pas plus que ça. On en sait un peu plus sur le père, et je trouve que c'est dommage de ne pas en savoir un peu plus sur les parents de Xiao Mei, mais là du coup on en a découvert un peu plus, et c'était cool. On a des planches encore, mais faut que je vous montre ça, parce que voilà le genre de planche qu'on a. Celui-là en plus il est entièrement en couleur, donc autant vous dire que c'est du tout bon, et à la fin voilà, on a le droit à ce genre de planches qui sont magnifiques. Voilà, en fait ce sont des planches où on va vous raconter un peu le type de tatouage, les histoires que ça peut représenter. Voilà, bref, on a une édition voilà, trop belle. Donc je vous en dis pas plus, parce que c'est un one shot, j'ai peur de vous spoiler, mais ici on va découvrir la mère de Xiao Mei. Et quand on voit la mère, on comprend le caractère de la fille. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus, mais franchement c'est génial. Pour vous faire un peu plus plaisir, si vous avez lu Freaksquill, lisez Masiko, parce que ça vous en donne un peu plus du coup sur la mère de Xiao Mei, et du coup sur le personnage de Xiao Mei. Voilà. Je continue également par celui-ci, donc Vestigial, qui se passe dans Freaksquill. Donc ça se passe au moment de Freaksquill, mais ça reste à part. Vous n'êtes pas obligé de le lire celui-là hein, pour comprendre Freaksquill. C'est vraiment une histoire à part que Florent Maudou voulait écrire sur le couple de Ombrelou et Xiao Mei, pardon.
Donc en fait là on va suivre le couple qui vit leur vie dans Flicksquill et qui vont devoir subir une espèce d'initiation, d'aventure. Je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Ça a quelque chose de très très onirique. Ça parle d'amour, ça parle de sexualité également, ça parle d'acceptation des autres, de différentes formes d'amour. Voilà, je peux pas trop vous en dire plus. C'est très spécial celui-là, vraiment c'est très spécial. Moi j'ai bien aimé, mais je pense que ça pourrait ne pas plaire à tout le monde. Parce que voilà, il y a une dimension très onirique dedans, une dimension très particulière, voilà, mais je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, c'est vraiment à découvrir, si vous êtes curieux, allez-y, il y a des planches, pareil, qui sont très très belles, voilà, il n'y a pas beaucoup de bonus, il faut pas être choqué sur certaines planches, parce que quand je vous dis que ça parle de sexualité, il y a des planches assez osées, rien de vulgaire, mais assez osé, donc voilà. Mais moi j'ai bien aimé. J'ai découvert également cette petite BD un peu par hasard, et j'ai tellement aimé la couverture que je me suis dit, allons-y, le résumé a l'air cool. Il s'agit donc de Solo, donc Chemin tracé, le tome 1, Fortuna, d'Oscar Martin. C'est ça, et publié chez Delcourt. Alors apparemment, j'ai découvert par la suite que celui-ci est une espèce de spin-off. C'est pas la saga principale. Je pense que je vais tenter la saga principale parce que la saga principale comporte déjà 4 tomes. Celui-là ne comporte qu'un tome. On est dans un univers pareil, post-apocalyptique. Ici, l'humanité a réussi à détruire le monde, hein, clairement. Et du coup, pour survivre, les animaux ont évolué et voilà, ils marchent, ils parlent, ils vivent. Donc il y a des humains et tout ça. Et on va donc suivre Fortuna, qui est une petite chatte qui malheureusement, ses parents vont être tués. Et elle, en découvrant le livre de son père, va essayer de retrouver le chemin par lequel ils sont venus pour retrouver son grand-père et se mettre en sécurité. Je vous en dis pas plus. Alors, les planches sont également très très belles. Alors là, je vous mets la couverture. C'est pareil, c'est tout en couleur. Enfin, tout en couleur, non. La forme du récit est plutôt cool parce que Fortuna va régulièrement se rappeler de son passé. Et à chaque fois qu'elle se rappelle de son passé, c'est en noir et blanc. Et dans le présent, c'est en couleur. Et on va donc suivre ses aventures, évidemment. Alors, j'ai bien aimé, je trouve que graphiquement c'est très beau, il n'y a pas beaucoup de bulles parlées, c'est une quête initiatique, on va dire ça comme ça, à la découverte de soi. Et malheureusement pour moi ça va trop vite dans ce premier tome, j'avais l'impression de trop vite, alors qu'il se passe plusieurs années, hein, dans ce premier tome, il se passe vraiment plusieurs années, et du coup on a la sensation que tout va trop vite. Mais malgré tout, ça reste une très très bonne lecture, c'est très très beau, très bien fait, j'ai beaucoup aimé les planches, j'ai beaucoup aimé suivre Fortuna dans son aventure, dans cette quête en fait de son grand-père et dans cette quête d'elle-même, de cette découverte d'elle-même et entre guillemets du but qu'elle va essayer de donner à sa vie, et c'était plutôt sympa. Du coup je vais commencer, je pense, très rapidement la saga principale de Solo parce que ça donne un avant-goût de l'univers et c'est plutôt pas léchant. Et je termine du coup par ce petit conte, donc La fille des neiges de Alexei Zouev, publié chez Matcha. C'est très 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 court. Voilà, c'est vraiment un conte russe, très très court, voilà, avec des planches en forme, en fait, en pastel, avec le texte à côté. Donc ici, on est dans un petit village de Russie, on y suit Ivan et Maria, qui sont deux personnes âgées et qui n'ont qu'un seul regret dans leur vie, c'est de ne pas avoir réussi à avoir d'enfants. Et puis un jour, du coup, ils vont décider de faire un bonhomme de neige. Plutôt à la fin, ils vont se dire, bah non, on va faire une enfant de neige plutôt qu'un bonhomme de neige. Et ce bonhomme de neige, donc cet enfant de neige, va se transformer en petite fille. Et alors là, Ivan et Maria vont être fous de joie. Et je vous en dis pas plus. C'est un conte, alors c'était plutôt sympa, mais c'est très très court. Ça va très très vite, je pense que c'est une histoire du soir à raconter aux enfants, même si voilà, il n'y a pas vraiment de morale dedans, c'est juste un petit conte russe, on est vraiment dans l'ambiance hivernale, ouais voilà, c'était mignon, mais sans plus, il n'y a rien de folichon parce que c'est vraiment très très court, on découvre finalement pas trop l'univers, on découvre pas trop de la Russie, ça reste très facile, très simple.
Ouais, c'est vraiment pour les enfants, je pense, un petit conte le soir à raconter avant de dormir. Et voilà, j'en ai terminé pour cet énorme point lecture concernant les graphiques. J'espère que le prochain sera pas aussi énorme, hein, puisque là, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient. Pardon, j'en perds mes mots. À me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.